L'amour au travail, non pas l'amour à la plage, on n'est pas encore en vacances. L'amour au travail, c'est un sujet tabou, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui préoccupe parfois les DRH d'ailleurs, parce que on se dit, tiens, un couple se forme, c'est le N+1. Concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce que dit la loi, Juliette Sancy, qui est avec nous? Vous êtes avocate en droit du travail au cabinet Faro. Vous voyez, je vous connais. On est tellement habitués à travailler ensemble que je ne vous présentais pas. Cabinet Faro. Juliette, concrètement, qu'est-ce que dit la loi sur ce sujet? Alors, la loi, elle ne l'a pas toujours dit, mais maintenant, elle le dit. Elle dit que c'est perso. La vie de couple, la vie sentimentale, la vie amoureuse du salarié ne regarde que lui. Et c'est simplement quand elle va dépasser sur le lieu de travail que ça va pouvoir poser problème. D'accord, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de mesure de rétention sur un salarié parce que, exemple concret, ça c'est un exemple d'avocat pour les avocats, j'ai rencontré quelqu'un qui est mon supérieur hiérarchique et qui me donne des informations confidentielles lors de COMEX et de comités de direction auxquels je n'ai pas accès. J'ai ces informations, malheureusement j'en divulgue quelques-unes. Est-ce que tout ça n'est pas dangereux sur le plan juridique? Est-ce qu'on ne peut pas me sanctionner? Alors, c'est pas tant le couple qui pose problème dans ce cas-là, mais c'est le professionnalisme. Et en fait, c'est le prisme qu'on va toujours avoir, même quand il y a une relation de couple dans une entreprise, c'est ce qu'on reste professionnel. Et en fait, c'est deux aspects, c'est que l'employeur ne vient pas se mêler de ma vie sentimentale ne vient pas empiéter sur mon travail. Et en fait, c'est les deux éléments qu'on va demander à l'employeur de respecter, enfin au salarié amoureux de respecter, c'est la neutralité et de bien faire son travail. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on va être embauché et on ne dira pas que sur l'entreprise, dans l'entreprise dans laquelle je vais être embauché, il y a ma femme. Ça, c'est l'option 1. Et puis, il y a l'option 2 où lorsqu'on est embauché, on n'a pas encore rencontré sa femme ou sa compagne. Et c'est sur le lieu de travail que les choses vont se faire. Là aussi, l'employeur ne peut rien faire, c'est-à-dire découvre que ça met en branle l'organisation du travail, que ça crée des distorsions. On le voit dans l'entreprise, ce sont des situations de tension, de jalousie, parfois. Comment ça marche, ça? En fait, l'idée, c'est toujours, encore une fois, ce prisme de quand est-ce que ça empiète. C'est-à-dire qu'un employeur, vous n'avez jamais aucune obligation de lui dire que vous êtes en couple. Pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. En revanche, il y a toute une série d'avantages qu'on peut avoir quand on est en couple et on a tout intérêt à dire qu'on est en couple. Alors, ça ne va pas être juste être en couple, ça va être marié ou être pacsé. Et dans ces cas-là, il y a toute une série de choses auxquelles marié, pacsé, hein. Marié et pacsé, hein. C'est non, mais il faut le préciser. Ah oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas compagnons. Non, voilà. Il ne suffit pas d'être ensemble, il faut vraiment que ce soit officiel. Il faut avoir un lien juridique. Exactement. Ça va être notamment pour les congés. On va avoir toute une série de sociétés qui vont donner des congés de manière simultanée aux conjoints, donc mariés et pacsés. Si on est simplement ensemble, l'employeur n'a pas besoin de le savoir et lui ne sera pas obligé de donner des congés ensemble. Mais est-ce qu'il y a eu des cas qui font jurisprudence sur des situations où il faut parfois séparer le mari et la femme qui sont dans le même service, parce que la RH considère... Est-ce que ça, on peut le verbaliser ou est-ce que le RH se mettrait en situation illégale en le faisant? Alors, ce qui est interdit, c'est de mettre dans le règlement intérieur ou dans un contrat une clause qui interdit, une clause de célibat ou une clause qui interdit à des couples de se former dans l'entreprise. Pour que vous ayez une petite idée, on considère en Europe qu'entre 15 et 30% des couples se sont formés à l'occasion du travail. Wow. Donc c'est quand même des montants, des chiffres qui sont importants. Ah oui, donc c'est un vrai fait sociétal et c'est important. En revanche, donc pas de règles dans le contrat, pas de règles dans le règlement intérieur. En revanche, c'est derrière, quand ça va péter, que là, on pourra éventuellement sanctionner les salariés. Je vous donne des exemples. On a par exemple l'expression des sentiments de manière trop explicite. Bah oui. Typiquement, ça va être des serveurs, par exemple, qui vont, au lieu de faire leur travail, s'embrasser au milieu de la terrasse. Bon, ça, c'est non. Mais pas tant parce qu'on est en couple que parce qu'on ne fait pas son travail. De la même manière, l'utilisation des outils professionnels, c'est-à-dire envoyer des milliers de textos dans la journée avec le portable pro à son conjoint qui est dans l'entreprise, là, c'est pas tant les petits messages d'amour que le fait de ne pas travailler et d'être en train d'utiliser. Oui, donc le droit est subtil, c'est-à-dire qu'il considère qu'il ne regarde pas la vie privée, mais finalement c'est cette vie privée qui vient empiéter sur les qualités professionnelles ou les prérequis du contrat. Donc évidemment, ça a une incidence. J'imagine que la question du débat du divorce est posée, c'est-à-dire qu'un couple se forme, et puis en même temps, un couple sur deux à Paris divorce. Il arrive aussi que l'entreprise soit le témoin d'un divorce, et que ça pose là aussi des difficultés d'organisation dans l'entreprise. Il n'est plus possible d'asseoir Isabelle et Patrick autour de la même table. Et dans ce cas-là, à nouveau, ce sera un manque de professionnalisme de ces deux salariés. Et à nouveau, on se remettra dans le prisme total du droit du travail. Et c'est en fait, on va vraiment demander aux salariés de respecter leur travail et de laisser chez eux leurs problématiques de couple. Et vous avez raison, on a eu notamment des licenciements qui sont intervenus parce qu'il y avait eu
cris, de la violence. Oui, bien sûr, Bah oui. qui se tenaient sur le lieu de travail. Et donc là, encore une fois, on a considéré que s'ils n'étaient pas réconciliables et que cette vie perso empiétait sur le travail, intervenait dans le travail, dans ces cas-là, on avait encore une fois une possibilité de rompre le contrat ou éventuellement de changer de service. Donc on a vu des congés payés, parce qu'effectivement il vaut mieux le dire dans ces cas-là pour pas qu'on parte, la femme parte en juillet et le mari en août. Donc ça c'est des choses pratiques. Mais quand même le Code du travail dans son évolution, il a évolué sur ces questions de, je dirais, de vie privée, de vie de couple, de vie amoureuse, pour ne pas dire de vie sexuelle, parce qu'il y a aussi ce débat-là aussi, évidemment, les rapports sexuels sur le lieu de travail, pour être un peu encore plus dans le tabou. Oui, alors on avait une jurisprudence on apprend tous à la fac de droit, qui est celle des hôtesses de l'air auxquelles on avait imposé des clauses de célibat. Voilà, ça c'est plus possible. De la même manière, Terrible. Oui, imaginez bien des hôtesses de l'air qui seraient en couple ou qui seraient enceintes, forcément, ça peut poser problème en termes de travail. Donc ça, c'est sur le lieu de travail. Une autre jurisprudence qui est assez connue, c'était ces institutrices dans le privé, à qui on avait pu reprocher un remariage parce qu'elles étaient dans un... Alors c'était assez étonnant et un peu contre nature au regard du droit du travail, mais on avait dit, écoutez, c'est un établissement privé qui relève, qui a ses propres valeurs, et que dans ce cadre-là, un remariage ne pouvait pas être considéré pour une institutrice qui avait été licenciée sur ce fondement. Et c'est assez contre-intuitif et un peu contre l'évolution globale de la société, mais en tout cas, ça avait été validé. Donc il y a une jurisprudence qui s'est constituée, qui a été évolutive, mais plutôt en faveur de l'idée de protéger la vie privée des salariés. À condition qu'ils respectent la vie de l'entreprise. Donc à condition qu'ils fassent bien leur travail, pour le dire simplement. Avez-vous quelque chose à rajouter, Juliette, ou est-ce qu'on a balayé le spectre? Alors pas tout à fait, parce qu'il y a la problématique du harcèlement sexuel, mais ce sera à l'occasion. Justement, c'est intéressant, on peut l'enjeu, si vous voulez, c'est... Parce qu'on n'est pas dans la relation amoureuse. Voilà, moi j'aimerais... L'un pense que c'est une relation amoureuse. C'est ça. Et ce qui va être très important, c'est la réciprocité. Et c'est vraiment tout l'enjeu. J'aimerais citer Jean-Yann, que j'aime beaucoup. Ah oui, l'amour, ça peut être du sport, surtout quand l'un des deux ne veut pas. Et donc tout l'enjeu pour le harcèlement sexuel, c'est déterminer s'il y a une réciprocité, s'il y a un refus en face. Et c'est essentiel pour les employeurs de former les salariés sur ces questions. Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a beaucoup évoqué cette question de harcèlement, mais jamais sous l'angle de l'un des deux croit qu'il est amoureux. Enfin, c'est un peu le sketch de Guy Bedos. Parfois, exactement. Il est persuadé que la femme à l'arrêt de bus est folle de lui, alors que cette femme va lui mettre une gifle. Et alors, imaginez au travail. Au travail, ça peut créer des situations qui sont très difficiles. On a de l'ordre de 25% des femmes qui ont subi un harcèlement qui quittent leur emploi de manière subie. Parce que celui qui le harcelait était persuadé que... et ça devient intenable. Et que c'était réciproque, qu'il y avait de l'amour qui passait. Et donc l'enjeu, c'est de former les salariés pour bien leur expliquer cette notion, s'assurer qu'il y a de la réciprocité et que personne ne subisse en réalité une drague qui peut être lourde, pas méchante, pas de mauvaise foi, mais lourde et difficile à dire. Oui, parce que la personne est dans une forme de sincérité absolue, il a le cœur qui bat très fort, sans voir qu'en face, la personne n'a pas le cœur qui bat très fort. Et l'employeur ou le manager doit être un sentinelle. Il doit vraiment s'assurer que s'il y a des situations comme ça qui se mettent en place, eh bien, y mettre fin ou trouver une solution apaisée pour que le séducteur ou le... Oui, très intéressant. Voilà. Parce que l'avocate que vous êtes doit poser cette question aussi à son client, dans le cas d'une attaque de harcèlement, de lui dire, mais est-ce que vous avez pris conscience que la personne en face n'était pas consentante? Exactement. Et donc, c'est vraiment un travail de prévention. On sait que 80% des employeurs ne forment pas à ces questions-là, alors qu'un tiers des femmes a déjà subi un harcèlement sexuel au travail. Et considéré par le harceleur comme une histoire d'amour incroyable qui n'a pas été reçue ou comprise. Ou simplement quelqu'un d'extrêmement lourd, qui n'a pas réfléchi aux conséquences de ce qu'il faisait. Exactement, qui dépasse toutes les limites. Merci Juliette Sancy, c'était un plaisir. Avocate en droit du travail au cabinet Faro, je l'ai dit, bien et dans l'ordre. On fait une petite pause, tiens, avec Fanny Griesmer, c'est la pause café, ou la pause thé. Tiens, aujourd'hui je suis au thé pour tout vous dire. On va s'intéresser à ce qu'elle appelle, elle, le syndrome du bon élève. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome du bon élève? C'est pas toujours le meilleur professionnel. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle est là dans quelques instants.